Et donc, Ali Arras, quand vous étiez en prison et que vous saviez qu'il y avait deux camps, il y a un camp politique qui est complètement sourd, que ce soit le Maroc, que ce soit l'Espagne, que ce soit la Belgique, et de l'autre côté, il y a, parce que tout à l'heure on avait dit, non, pas tout le monde m'a tourné le dos, et c'est vrai, il y a des ONG, des associations, alors je pense à Amnesty International, je pense au Maroc aussi, à la NDH, l'Association marocaine des droits humains, avec les sections ici en Europe. Je pense à la Ligue des droits de l'homme ici par la voix de son ex-président Alexis de Soif. Plusieurs associations ont quand même porté votre voix, ont quand même sensibilisé sur la question. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez en prison? Comment vous avez vécu ça? Goutte à goutte, quand je recevais des nouvelles, c'était un soulagement, c'était un encouragement qui me disait, Ali, continue à tenir et rester bien debout et raide, et continue encore à les affronter, parce que il est vrai que quand on dénonce torture, quand on dénonce qu'on est torturé, et que tu as l'audace de le faire, surtout en étant encore entre leurs mains. C'était une décision très très dure qui m'a demandé à bien réfléchir, à réflexionner, après la demande qui m'a été faite de la part des avocats. Donc, c'était juste dans ce mois-là, c'était en mois de décembre, mois de janvier je pense, que cette décision, que je devais la prendre. Je devais vraiment trancher entre dire non, je dénonce pas, ou alors je dénonce les conséquences. Je savais ce qui allait m'être arrivé donc, pendant la durée des années. Et puis encore, je n'étais pas encore condamné. Donc c'était très très dur, très difficile à prendre une décision comme telle quand on n'est pas encore surtout condamné. Donc je l'ai faite. Je savais parce que j'ai entendu dire d'une fenêtre à l'autre que dans le motif de cause de terrorisme, vous êtes condamné d'office, d'avance. Il n'y a aucune justice. Tout cela, c'était une mascarade pour démontrer qu'il y a une justice quelque part. Mais donc la présomption d'innocence, il ne faut même pas en parler. Non, même pas d'enquête, on condamne directement la personne. Directement condamné, donc je me suis bien fixé, surtout quand je lui ai posé la question à mon avocat, je lui ai dit, écoutez, vous avez lu le procès verbal, donnez-moi un aperçu, et surtout, donnez-moi, après votre expérience, combien d'années ils vont me condamner, combien d'années je vais être condamné. Il était aussi un peu impressionné. Il ne s'attendait pas à cette question parce qu'il me dit, est-ce que tu es vraiment sûr tu veux le savoir d'avant? J'ai dit oui, donnez-moi une estimation plus ou moins. Donc là, il a tranché, il a dit, voilà, donc 10, 15, peut-être perpétuité. Donc là, il m'a rassuré, je me suis dit, écoutez, rassuré, j'ai même un choc psychologique important. Oui, je lui ai dit, je vais te dénoncer parce que cela ne sert à rien, surtout que j'ai été torturé, de façon abjecte, et que je ne pouvais pas, ma conscience ne me permettait pas de dire, écoute, il y a des autres qui ont été torturés, alors suis le rythme des autres, essaye de te taire et de laisser oublier cette affaire, et tu sortiras peut-être avec un minimum de condamnation. Oui. Tout cela ne me rassurait pas. Ce sont des idées, ce sont des... Parce qu'il n'y avait aucune confiance. Ce sont des idées parce qu'il y avait des autres prisonniers qui partaient, ils revenaient après avoir été jugés. Ils s'attendaient d'être acquittés ou libérés tout simplement. C'était des 15, 20 ans, 25 ans de condamnation.
Et alors, ils s'étaient enfermés sur eux-mêmes, ils n'en parlaient pas, ils étaient vraiment choqués. Ils ne s'attendaient pas à une telle condamnation. Ils n'étaient pas préparés. Dans mon cas, non. Donc j'ai essayé de voir les choses comme elles sont, de voir la réalité des choses. Parce que quand on passe dans le centre de Tamara et on vous torture de la telle, en sachant que vous êtes innocent et qu'ils vous ont traité d'une façon abominable, on ne peut pas dire que il ne m'était pas permis de me dire sois comme les autres. Je ne pouvais pas l'accepter. Je devais absolument, donc, comme je vous ai dit, prendre cette décision difficile et très dure. Et je savais que j'allais y rester. Parce que après, quand l'avocat m'a dit que voilà, vous allez être condamné à telle condamnation, et que c'est un procès, et puis le procès verbal qui était vraiment bien monté, bien, pour te condamner très dur. Donc j'ai dit à Ali, il faut dénoncer. Il faut les dénoncer, absolument. Quoi qu'il arrive, tu en sortiras quand même vainqueur parce que tu n'as pas cédé. J'ai pas cédé depuis le début. Je les ai affrontés même en prison. Et je n'ai jamais laissé qu'ils touchent ou qu'ils violent ma dignité. Donc, et me priver de mes droits fondamentaux. Donc, je savais aussi que si jamais je devais réclamer mes droits, je savais qu'ils allaient s'acharner contre moi, etc. Donc, je m'étais déjà fixé que tu devrais encaisser encore et encore et encore durant toutes ces années. Ils s'acharnent toujours. Hein. Parce que, par exemple, depuis que vous êtes sorti de prison, vous avez témoigné récemment sur ce qui s'est passé, sur ces horribles tortures que vous avez vécues, dont vous avez été victime au Maroc, dans les prisons marocaines. Mais là, on a vu il y a quelques jours, on a vu que les autorités marocaines démentent un peu tout ça. Ils disent c'est pas vrai. Ils disent que Ali n'a pas été torturé dans les prisons marocaines. Donc vous les affrontez toujours. Cette lutte n'est pas terminée, en tout cas pas jusqu'au jour où la justice sera faite. Comment est-ce que vous voyez un peu la réponse du Maroc par rapport à ce que vous êtes arrivé? J'aurais bien aimé revenir sur un point très important. Quand il s'agit de torture, tout le monde essaie de dire « je n'ai pas été torturé » ou bien c'est un tabou, il ne faut pas en parler. Je me suis dit non. Si moi, j'ai été privilégié d'avoir tout ce comité de soutien et tous les ONG et tout le soutien des droits de l'homme, etc., aux Nations Unies aussi, et aussi, surtout par le rapporteur spécial, Juan Mendes, qui était venu me visiter. Je vous raconte un petit peu la scène. Donc, il est arrivé à Salé 1 et il a demandé à me voir qu'à moi. Alors qu'il y avait d'autres qui ont été torturés, d'autres qui ont porté plainte. L'exemple de l'affaire de Gdimizik à l'époque. Il y avait d'autres affaires aussi, mais il a demandé à me voir qu'à moi. D'ailleurs, ils l'ont pas ramené à Salé 2, ils l'ont dirigé à Salé 1, pour ne pas avoir de témoignages, parce que les prisonniers, ils avaient entendu peut-être un bruit qu'il y aurait un jour ou l'autre la visite de Juan Mendes. Donc quand il s'agit de porter plainte contre la torture au Maroc et que vous avez de la crédibilité et vous avez vraiment la preuve, après les examens qu'ils m'ont fait de Juan Mendes et son médecin légiste, et avec surtout le côté
psychologique, il y avait un médecin psychologue avec. Donc ils m'ont sculpté pendant 2-3 heures. Et ils ont déclaré, ils ont vu qu'il y avait des traces des tortures, surtout quand je leur ai démontré les scènes et les techniques et les méthodes. Donc c'est des gens, c'est des hommes et des femmes qui savaient ce que c'était la torture. Donc ils ont fait un rapport contre le Maroc en leur disant que M. Alias a été torturé. Il a été torturé, donc avec des preuves, bien sûr. Là, je reviens maintenant à la question des autres prisonniers qui n'osent pas parler, qui n'osent pas, parce qu'ils ont peur, ils veulent sortir. Mais je les comprends. Je les comprends. Ils sont désemparés, vulnérables, ils sont abandonnés. Et là, il leur faut vraiment un soutien. Il faut vraiment que quelqu'un témoigne à leur place. Et si moi j'ai été privilégié, je témoigne aujourd'hui et je vais encore témoigner une autre fois et encore, parce qu'il y a des tortures encore au Maroc. Surtout que le Maroc, à un certain temps, avait dit ok, nous on a coupé avec les pratiques de la torture parce que tout ça, ça fait partie de l'ancien temps, ce qu'on appelle les années de plomb, sous Hassan II. Et qu'en fait, avec notre cas, on remarque qu'il n'y a jamais eu de coupure, il n'y a jamais eu de rupture avec les anciennes pratiques. Tout ça, c'est faux. Ce sont des mascarades. Ce n'est pas vrai. Je vous donne un exemple seulement. Quelqu'un qui a été arrêté, un jeune homme, il avait 18 ans, 19 ans. Je pense encore à lui, j'étais vraiment choqué. Parce que tout simplement, il était dans sa classe. Et il a dessiné sur son banc le drapeau de Daesh. Donc il a dessiné ce drapeau-là. Et alors, le professeur l'a vu, il l'a dénoncé. Il a fait 3 ans d'emprisonnement. 3 ans d'emprisonnement, mais avant. Après son témoignage, ils l'ont emmené en commissariat. Ils avaient des pneus des camions, des voitures, je pense. Ils l'ont, parce qu'il était tout maigre, donc ils l'ont pris, tête en bas. Ils ont empilé des pneus, ils l'ont mis tête en bas et ils ont commencé à lui frapper sur la plante des pieds avec un tuyau. Donc il nous a raconté ça et moi j'ai dit, pour avoir dessiné, faire un croquis sur un adolescent, comment est-ce qu'ils peuvent le traiter, donc pourquoi? Donc je vous laisse un peu imaginer encore d'autres témoignages encore, parce qu'il y en a un autre qui est rentré, des témoignages j'en ai plein. Il vient d'arriver et ils se sont perdus. Désemparés, ils regardaient les murs, ils regardaient, mais qu'est-ce que je fous ici avec des barbus, avec des islamistes, etc. Donc alors, toutes ces personnes étaient dans le même quartier en prison. À Salé 2. Il rentre, alors bien sûr, il a reçu cette solidarité qu'il y a entre les prisonniers. Ils l'ont vu, qu'il était vraiment choqué. Ils l'ont pris, ils lui ont donné à boire, à manger. Voilà, ils lui ont même donné une carte de téléphone pour téléphoner à ses parents, pour leur dire que voilà, je viens d'arriver à Salé 2. Donc c'est vous dire que comment est-ce qu'ils agissent quand il s'agit de torture. Les gens, ils ne sont pas... On déshumanise la personne. Oui, on essaie de leur rabaisser, de mettre la botte pour le pied dessus, pour leur dire, voilà, écoute, si tu parles, tu resteras au frais autant d'années. Mais si tu parles pas, bien sûr, on sera charitable, on saura faire quelque chose avec toi. Donc, c'est l'hypocrisie totale. La torture, on peut en parler durant des jours et des jours. Des témoignages, j'en ai beaucoup. Quant à mon sujet à moi, donc il leur fallait bien sûr qu'ils agissent et qu'ils trouvent un moyen pour encore dévier l'opinion publique en faisant
des clips vidéo, montage, clippés, donc coupés, bazar, etc. Et même, ils ont même osé démontrer des armes. Des armes qui je ne sais pas dit quand ça date. Alors que dans mon cas, moi, à maintes reprises, ils m'ont fait descendre jusqu'à Nador pour trouver ces présumées armes. Et ils n'ont rien trouvé. Et je vous ajoute que ils ont même apporté un journaliste du journal Sabah, un journal écrit, parce qu'ils étaient vraiment, ils se sont dit, enfin on va trouver ça, on a une preuve. Donc, ils étaient très contents, un journal qui est lié au régime marocain. Oui. Et il a fait son travail. Il a même photographié les deux trous qui leur arrivaient jusqu'à là. Donc imaginez-vous le scénario. Et il a fait son article en disant que voilà, Ali Arras a été emmené à une reprise ou deux, peut-être surtout la première, et qu'ils n'ont pas trouvé d'armes. Donc l'avocat, il avait pris cet article-là pour leur démontrer au jugement, au tribunal, pour leur dire si cette personne-là dit la vérité, si ce journaliste dit la vérité, il faut l'apporter pour qu'il témoigne. Mais s'il dit des affirmations et c'est pas vrai ce qu'il dit, il faut l'amener aussi pour le juger. Ils ont dit non, c'est pas la peine. Ça n'a pas été fait. Comme ils n'ont pas voulu m'écouter quand j'ai dit que j'ai été torturé, c'est la même chose. Donc, quand tu parles de la torture, donc, et tu le dévoiles, et tu le retires le masque, et ils vont essayer de se défendre à leur façon, comme ils font actuellement avec ces dirigeants policiers, cet état policier, qui essaie surtout de donner aux citoyens marocains ce qui est faux pour qu'ils sauvent leur face. Sauver leur face. Mais ce n'est pas crédible. On ne peut pas donner des données, des preuves, des fausses preuves aux citoyens, alors que le citoyen, il sait très bien comment est-ce que l'État marocain policier agisse, surtout dans ce cas-là. Ils savent qu'ils ne sont plus crédibles. Mais il leur faut quand même... Surtout dans un pays où il n'y a pas de séparation de pouvoir, donc tout sont des communicants. Et parce qu'ici on parle du Maroc, donc on ne parle pas d'un pays qui a des millions de kilomètres. Pas de pays c'est un pays qui est à 14 km de l'Espagne. Et j'avais vu en 2014 Joël Wilquet qui disait que le Maroc est un exemple concernant la lutte antiterroriste. Et c'est un exemple, il faut le suivre. Donc malgré les rapports, malgré ce qui a été dit par les organisations internationales, malgré l'ONU, donc avec le Comité des droits de l'homme, malgré tout ça, a posteriori, on dit non, le Maroc est un exemple. Et si on se situe un peu dans le contexte de cette arrestation, on est quand même dans le contexte de la lutte antiterroriste, avec Al-Qaïda, avec à l'époque, donc on est dans le post-événement 11 septembre, les villes européennes qui avaient été attaquées. Est-ce qu'on peut dire que Ali Arras était un simple citoyen, une simple personne sacrifiée au nom de quelques intérêts diplomatiques? Est-ce que le Maroc a sacrifié une personne? Et quand je dis le Maroc, donc aussi les pays qui vont avec, donc ici notamment l'Espagne et la Belgique. Est-ce qu'on a sacrifié une seule personne pour montrer que le Maroc fait bien son travail, tout ça pour régler des questions, des relations diplomatiques, voire aussi économiques? Parce qu'à l'époque, on reprochait aussi au Maroc de ne pas faire son travail, ne pas mener une lutte efficace contre le terrorisme. Qu'est-ce que vous en pensez, Luc? Non, je veux seulement, la question restera pour Luc, mais j'aurais bien aimé, parce que j'ai surgi le sujet de la visite de Juan Mendes, pourquoi est-ce qu'il a demandé à me voir qu'à moi, alors qu'il y avait des autres dénonciations, des plaintes qui ont été faites, surtout de musique, etc. Je lui posais la question, je lui dis est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe à Salé 2?
Et il m'a dit, vous envisagez qui, vous êtes désigné qui? J'ai dit, bah, il y a l'affaire de Tunisie, il y a telle affaire et telle affaire. Il m'a dit, la vôtre nous suffit. S'ils ont pu faire des atrocités avec vous, donc Ils sont capables. ils sont capables, je vous laisse imaginer ce qu'ils sont capables de faire avec leurs propres citoyens. Donc là, s'il a pris cette affaire-là, c'est parce qu'il y avait une crédibilité, il y avait une vérité qui, je la porte sur mon corps. Donc là, on ne peut pas le contredire, parce que lui-même, personnellement, il a été torturé dans les années 70 en Argentine. Je veux juste simplement dire que Ali avait parlé des armes qu'ils ont montrées maintenant comme réponse, etc. Donc j'ai assisté à toutes les audiences du procès d'Ali Arras. Ils n'ont jamais montré une seule arme à ces audiences, mais pas une seule parce qu'ils n'en avaient pas. Donc ça c'est une chose. Et deuxièmement, tout ce qu'on demandait comme confrontation des personnes qui éventuellement auraient accusé Ali Arras de quoi que ce soit, tout ça, il n'y a pas question. Tout ce qu'il montrait, c'était, il y a une petite paraphe ici, Ali Arras, qui a signé qu'il a fait ce qu'on a dit, c'était le rapport de la police, finalement. Donc c'est comme Human Rights Watch, ils ont sorti un rapport à un certain moment, signé. C'est tout. Ce sont des aveux qu'il avait signés sous la torture et des aveux qui avaient été écrits en arabe. Et Ali, il peut raconter plus précisément comment ça s'est passé. C'est plus intéressant que comment je l'ai dit. Et je veux seulement dire, pendant tous ces 12 ans, on a eu la chance qu'on a eu Ali. Parce que sinon, peut-être qu'on n'aurait pas dû parler d'un comité, c'est-à-dire sans la résistance de l'intérieur d'Ali qui a fait grève de la faim après grève de la faim, où nous de l'extérieur on a dû dire parfois à Ali, s'il te plaît Ali, ne fais pas de grève de la faim encore s'il te plaît, parce qu'on avait toujours peur qu'il allait mourir, parce qu'il était capable de le laisser mourir. Je me rappelle qu'il avait fait quand même 72 jours de grève de la faim. Mais en fait, il a peut-être 5-6 grèves de la faim qui étaient du sérieux, quoi. Et où les autorités disaient à chaque fois non, il n'est pas en grève de la faim. Mais à la fin, il devait quand même dire que oui, il est bien, comme ils ont fait maintenant récemment avec, comment il s'appelle, Moji. Martin Moji. Oui, d'abord ils disaient non, il n'est pas en grève de la faim, après maintenant ils disent oui. Donc quand tu parles de la question de il faut suivre l'exemple, comme disait Madame Luquet. Donc effectivement, ça montre tout le cadre dans lequel l'affaire Ali Arras se joue. C'est-à-dire, comme tu viens de dire, le Maroc était accusé d'être trop laxiste par rapport au terrorisme qui frappait un peu partout. Il y avait toujours quelque part un citoyen d'origine marocaine ou quelque chose qui était impliqué. Et donc, ils étaient très pointés du doigt pendant cette période, disons, après les attentats aux États-Unis. Il y a eu les attentats de Casablanca, il y a eu Madrid, etc. Donc, oui, ils étaient pointés du doigt. En fait, ce qui s'est passé, entre autres avec Ali Arras, mais aussi encore avec d'autres Belges c'est un peu que le Maroc a renvoyé l'ascenseur en disant nous, on a capturé des Belges qui étaient impliqués et vous ne faites pas votre travail. Parce que nous, on a arrêté Ali Arras, pas vous, nous. Et vous savez bien qu'il y avait encore d'autres cas, comme il y a eu l'affaire d'Alirage, etc. Donc, il y a clairement un contre-coup du Maroc pour dire mais nous, on fait votre travail, nous, on fait votre travail que vous ne faites pas et vous nous pointez du doigt, mais nous, on va une fois vous prouver comment il faut faire. Et donc, pour moi, le fait qu'ils sont tellement avec une atrocité, une cruauté contre Ali, il n'y a pas de mots, c'était, entre autres, parce que, bien sûr, il voulait absolument avoir des aveux quelconques, quels qu'ils soient, parce que l'Espagne avait dit, Ali Arras n'a rien à voir dans votre affaire, il est innocent, il n'y a pas lieu de faire un procès.